Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça ne vous aura pas échappé, j'imagine, depuis quelque temps on entend énormément le nom d'un milliardaire, Vincent Bolloré. Et quand on parle d'édition et de livres, on entend aussi le nom d'un groupe éditorial qui s'appelle Hachette. Si vous vous intéressez au monde du livre, vous avez peut-être vu passer des appels au boycott et même des invitations à interpeller des auteurs et des autrices pendant la rentrée littéraire. Bref, il se passe des choses, il y a des mobilisations, des gens qui s'interpellent les uns les autres en ce moment, et dans cette vidéo, on va essayer de revenir un petit peu sur tout ça. On va parler de concentration dans le monde du livre, mais on va aussi parler de stratégie militante, et je vais essayer de vous expliquer des trucs sur la chaîne du livre en France qui m'ont vraiment mind-blow, des dingueries dont on parle vraiment pas assez. Ça me tenait très à cœur de m'exprimer sur le sujet, même si je vous cache pas que j'ai remis ce projet en question plusieurs fois. Comme vous vous en doutez, cette vidéo n'est pas sponsorisée et elle constitue une forme de prise de risque de ma part en tant que créatrice de contenu dans la chaîne du livre. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, je vous serai très reconnaissante si vous pouvez m'offrir un café, me soutenir mensuellement ou me faire un don unique sur Ko-fi ou sur Patreon. Les liens sont dans la description. D'abord, petit rappel nécessaire pour qu'on sache bien de quoi on parle. Vincent Bolloré, bon, j'imagine que vous le connaissez, c'est un milliardaire qui mène actuellement un combat de propagande et de financement au service de l'extrême droite. Et Hachette, c'est un gigantesque groupe d'édition qui a été racheté par Vincent Bolloré via son groupe Vivendi. Et c'est vrai que ça donne vraiment le vertige quand on y pense parce que, en possédant Hachette, Bolloré possède techniquement, entre autres, Grasset, Fayard, Larousse, Bragelonne, Kallman-Lévy, Le Livre de Poche, J.C. Lattès, Audiolib, Stock, Milady. Pour les moins jeunes d'entre nous, sachez que même la marque Bibliothèque Rose appartient à Vincent Bolloré, histoire de mettre une dernière pelletée de terre sur notre enfance. Bref, je peux même pas vous nommer toutes les maisons d'édition qui lui appartiennent, et tout ça, ça s'ajoute à la galaxie immense de médias qui sont déjà possédés par le groupe Bolloré. Impossible de tous les nommer, là encore, mais comme ça, en vrac, tout le groupe Canal, Europe 1, Europe 2, RFM, le magazine Flo de déco et d'illustration et de joie de vivre, je ne sais pas si vous le saviez, mais ce magazine appartient à Vincent Bolloré, mais aussi Femme Actuelle, Capital, National Geographic, et le groupe Vivendi possède également tous les magasins relais qu'on voit dans les gares et les stations de métro. Les relais, ce sont d'ailleurs véritablement devenus des espaces de propagande d'extrême droite, dans des lieux où on est très nombreux et nombreuses à passer tous les jours. Allez, je vous rajoute un truc, mais même la marque de papeterie Paper Blanks, vous savez, c'est les espèces de carnets trop chers qu'on offre à des collègues ou à des gens qu'on connaît pas trop. Même ces carnets appartiennent à Bolloré. Donc bref, tout ça c'est vraiment ouf, ça ressemble à une dystopie, c'est extrêmement inquiétant, surtout que ce n'est pas du tout en train de ralentir ou de s'arrêter, puisque on a appris par exemple récemment que Vincent Bolloré allait devenir l'actionnaire majoritaire du groupe UGC, tout simplement. Si ça se trouve, même vous appartenez à Bolloré et vous le savez même pas encore, bref. Et donc tout ça, ça inquiète énormément et ça pousse un certain nombre de gens et de collectifs à essayer de résister, et il y a des résistances, y compris à l'intérieur de la chaîne du livre. L'impulsion de faire cette vidéo, elle m'est venue d'un post que j'ai vu passer sur Instagram et que vous avez peut-être vu passer aussi. En gros, c'est un cross-post de plusieurs comptes militants, notamment la campagne Bolloré, les soulèvements de la Terre Lyon et Paris, et un compte qui s'appelle Chère Auteurice. D'abord, le post rappelle à un certain nombre de prises de conscience et d'actions qui ont été menées dans le monde du livre depuis 2024 à peu près. Et ensuite, l'objectif réel de ce post, c'est une proposition d'action. Les personnes qui l'ont rédigé disent que ça va bientôt être la rentrée littéraire et qu'elles sont tristes de voir que des auteurices chères à leur cœur vont publier des romans chez Hachette. Le post cite notamment David Dufresne, Sorge Chalandon, Rebecca Warrior, Mona Chollet, Gaël Faye ou encore Nicolas Mathieu. Et bref, la proposition d'action, c'est de leur écrire à tous ces auteurs et ces autrices pour, je cite, « que ce sentiment de trahison ne reste pas un sentiment intérieur, leur envoyer des lettres d'amour et de rage, des poèmes, des collages, des cartes d'admiration et d'incompréhension. »
Et donc voilà, le collectif propose aux internautes de remplir un formulaire pour centraliser leurs messages et pour les faire parvenir aux autorités. Et le post précise qu'aucun courrier injurieux ne sera transmis. Du coup, je voulais partir de ce post pour expliquer ce qui, à mes yeux, ne va pas dans certaines actions qu'on met en place dans le but de lutter contre Bolloré. Et je pense que ça peut ouvrir en fait une réflexion au sens large sur la lutte contre l'extrême droite, mais aussi sur le fonctionnement même de la chaîne du livre. Chaîne du livre dont je suis moi-même un humble et petit rouage en tant que créatrice de contenu et que influenceuse littéraire. Le problème, c'est qu'il y a une énorme différence entre animer une chaîne YouTube et donc faire un format qui est hyper vertical comme ce que je suis en train de faire. C'est très différent de parler comme ça versus la réalité du militantisme et du terrain. Sur le terrain, en AG, etc., c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus normal qu'il y ait de la conflictualité, qu'il y ait des désaccords, qu'il y ait des discussions, etc. et qu'on construise les réflexions de manière collective. Et donc cette vidéo, malgré le paradoxe dont j'ai bien conscience de ce format, elle s'inscrit dans quelque chose de collectif et c'est pas du tout une opposition aux collectifs qui ont fait ce post. Au contraire, on est ensemble à 1000%, c'est juste de la conflictualité qui est nécessaire et qui, j'espère, sera constructive. N'hésitez pas, bien sûr, à enrichir la discussion dans les commentaires, dans la bienveillance et le respect. Et donc, puisqu'on parle de militantisme, faisons un petit quiz. Savez-vous ce qu'est le dogpiling ou le dogpile? Ce n'est pas un fétichisme ou un truc chelou. Le dogpiling, c'est un mot qu'on utilise pour, en gros, évoquer l'image de plein de gens qui vont se jeter à plusieurs sur un seul adversaire pour le plaquer à terre. Wikipédia, par exemple, nous dit « Le dogpiling est une forme de harcèlement en ligne et d'effet de meute dans laquelle de nombreuses personnes expriment d'un coup un désaccord envers une seule personne. » En gros, voilà, c'est ce qu'on voit quand une personne fait un truc problématique, un truc pas cool, et qu'on va être des dizaines, voire des centaines, voire des milliers à lui envoyer des MP, des commentaires, à reposter ce qu'elle a fait pour montrer qu'on n'est pas d'accord. Et donc ça pose évidemment plein de problèmes. Si on est une personne visible, engagée à gauche, engagée dans l'antiracisme ou le féminisme, le dogpiling, en fait, ça peut vraiment cohabiter et même se mélanger avec le harcèlement des gens d'en face, de l'extrême droite, des mascus, etc. Quand je raconte ça, je pense que vous avez sûrement des exemples en tête de gens que vous suivez sur les réseaux à qui c'est arrivé, et donc vous me voyez venir. Si je parle de ça, c'est parce que, à mon sens, même si le collectif a dit qu'il ne transmettrait pas des courriers injurieux, cette initiative d'écrire à des personnalités plus ou moins identifiées comme de gauche de manière massive pour les interpeller sur un truc, ça s'apparente complètement à du dogpiling. Et il me semble que, en plus d'être improductif et assez violent, ça en dit long sur notre sentiment collectif d'impuissance, et je voulais vraiment en parler parce que je pense que si on se permet de faire ça, si on peut penser que c'est pertinent de faire ça, c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, je trouve que cette campagne, c'est hyper symptomatique de la façon dont on peut confondre visibilité et pouvoir. Finalement, les personnalités un peu connues, qu'on identifie comme de notre camp, souvent, elles peuvent vraiment devenir le réceptacle de la frustration collective parce que on leur prête énormément de pouvoir du fait qu'elles sont visibles. Et donc là, par exemple, on va harceler Gaël Faye ou Rebecca Warrior, pendant que plein de droitards, de fachos et de libéraux, eux, ils font leur vie tranquille et ils publient leurs romans chez Hachette au même moment et tout se passe bien pour eux. Quand on y pense, je trouve ça ouf en vrai. Il y a quelques mois, il y a une personne que j'aime beaucoup sur internet, c'est l'anthropologue Mathieu Burgalassi, qui avait poussé à un gros ras-le-bol de s'en prendre plein la gueule et de devoir cumuler les menaces de mort des fachos et se faire traiter de fachos par nous, par son propre camp, juste parce que il n'a pas exemplifié la lutte de manière parfaite sur un truc ou sur un autre, et c'est insupportable. Je prends son exemple à lui, mais c'est bien pire pour les personnes qui sont encore plus minorisées. Et donc je pense qu'il faut rappeler que la visibilité, ça ne donne pas forcément
de la puissance et du pouvoir en fait. La visibilité, ça ne donne même pas forcément, ne serait-ce que de la sécurité matérielle. Et quand on est ouvertement engagé et minorisé, ça peut même être tout le contraire. La visibilité, ça peut vous mettre littéralement en danger parce que vous êtes propulsé face à l'extrême droite, vous perdez souvent énormément d'opportunités professionnelles et de possibilités de reconversion, et vous devenez aussi potentiellement une figure défouloir pour les gens de votre propre camp. Et donc dans le post Instagram, ils disent que ça a pour but d'ouvrir la discussion avec ces auteurs. Je pense personnellement que c'est très difficile d'ouvrir la discussion avec ce qui est quand même une sorte de campagne de harcèlement organisé. Donc ça c'est une première chose, et mon deuxième point, et c'est ça que je vais surtout développer dans la suite de cette vidéo, c'est en fait je crois qu'on a collectivement une grosse méconnaissance de la chaîne du livre et de son fonctionnement. Par exemple, ça a beaucoup été rappelé dans les commentaires de ce post, mais en France, très peu d'auteuristes vivent de leurs droits d'auteur, et elles sont même considérées comme le maillon le plus précaire de toute la chaîne du livre, et en plus ils font pas ce qu'ils veulent en fait. Ils sont liés par des contrats qu'ils peuvent pas rompre, et enfin, c'est une situation qui est beaucoup plus complexe que la façon dont le post essaie de le présenter. L'autrice Pauline Armange avait fait un post de réponse à cet appel, je vous invite à le lire et je vous mettrai le lien dans la description. On peut aussi rappeler que selon l'Observatoire des revenus et de l'activité des artistes-auteurs, 75% des artistes-auteurs gagnent environ 830 € par mois. Là encore, je vous mets la source dans la description. Mais surtout, ce qui est assez drôle, c'est que le post cite un livre qui s'appelle Débordé Bolloré. Débordé Bolloré, c'est un bouquin qui a été écrit collectivement par des acteurs très divers de la chaîne du livre, et on va pas mal en reparler dans la suite de cette vidéo parce que ce texte, ça a vraiment été ma grosse inspi, il est incroyable, je vous le recommande vraiment à 1000%. Et dans ce livre, il y a d'autres stratégies qui sont proposées et qui sont, je trouve, bien plus pertinentes que celles du post Insta, parce que ce post, finalement, il s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus large qui est un appel au boycott. Il se terminait littéralement par les mots « déserte, achète ». Sauf que cet appel au boycott du groupe Hachette, malheureusement, il ne prend pas du tout en compte certaines réalités de la chaîne du livre. Dans Débordé Bolloré, voici par exemple ce qu'écrit Soisy Courbet, qui tient une célèbre librairie féministe à Lille. Il a été très vite précisé que je n'étais pas en accord avec l'appel au boycott de ce groupe éditorial en librairie, que je voyais cela comme une fausse solution, qui tend simplement à s'occuper des 10% visibles de l'iceberg, Hachette Livre, sans prendre en compte les 90% immergés, la fascisation du milieu du livre. Il est plus facile de dire que Vincent Bolloré est le problème et de tenter de le combattre lui, comme l'homme dont la chute réglerait tout, plutôt que de réellement se questionner sur la fascisation du milieu du livre. Alors là, je vais m'attaquer à un morceau. Force à moi, force à vous, force à nous. Il faut savoir que tout ce que je vais expliquer, c'est des choses que j'ai moi-même découvertes assez récemment. J'ai de plus en plus à cœur dans mon travail de m'intéresser beaucoup plus à l'industrie du livre, au fonctionnement de l'édition, etc. Et j'ai constaté que quand on identifie un problème dans le monde du livre, par exemple le monopole de Bolloré, mais par exemple aussi la surproduction, etc., très souvent, quand il y a un problème, les regards se tournent assez facilement vers les maisons d'édition. Et c'est le cas ici avec Bolloré parce que même dans notre post dont on parlait avant, ce qu'on reproche aux auteurs, c'est d'avoir signé avec certaines maisons d'édition, donc les maisons d'édition qui appartiennent au groupe Hachette. Or, je ne sais pas si vous le savez parce que on n'en parle vraiment pas beaucoup, mais Bolloré ne possède pas que des maisons d'édition dans la chaîne du livre. Il possède aussi d'autres rouages, dont un, notamment, qui est extrêmement important et qui est, il me semble, beaucoup plus stratégique dans la chaîne du livre, c'est la distribution. Et vous allez voir, c'est vraiment une dinguerie. En fait, nous, les lecteurs et les lectrices, il se trouve que on a tendance à romantiser de ouf le livre, mais un livre, avant tout, finalement, c'est du papier, avec des trucs imprimés dessus. C'est un objet hyper tangible et matériel qu'il faut fabriquer, qu'il faut transporter dans des petits camions et sur des petits transpalettes.
Et ça va être hyper important de recentrer notre attention sur ce côté extrêmement pragmatique et matériel des choses pour bien comprendre le problème avec Hachette, avec Bolloré et avec la concentration dans le monde du livre. Ok, j'ai fait un dispositif, là vous avez ma tête, là vous avez mes mains. Je vais essayer de vous faire une explication rapide d'un truc. Et dites-vous que en fait, je me prends un peu pour Jamie dans C'est pas sorcier. Ça va être un peu l'énergie de ce moment. Ici, vous avez une autrice. Et ici, vous avez un lecteur. Et entre les deux, on a la chaîne du livre. Tout au long de cette chaîne du livre, il y a plusieurs types de flux qui circulent. On a des flux d'informations. On a des flux logistiques, c'est-à-dire des objets matériels et tangibles. Et on a bien sûr des flux financiers. Regardez, franchement, j'ai trop fait ça bien, je suis trop fière de moi. On se croirait en histoire géo, quoi. Et donc, très rapidement, d'abord, le principe, c'est que l'autrice va envoyer un flux d'informations vers la maison d'édition, qui va l'envoyer aux gens qui vont fabriquer le livre. Donc, c'est-à-dire la maquettiste, l'imprimeur, etc. Et ensuite, la diffusion-distribution, c'est-à-dire le maillon vraiment essentiel sur lequel j'ai trop envie d'attirer votre attention, c'est un maillon qui intervient une fois que le livre est fabriqué. La diffusion, c'est les gens à qui la maison d'édition va envoyer un flux d'informations. En fait, elle va leur envoyer les argumentaires du livre, c'est-à-dire son titre, pourquoi il est trop intéressant, etc. Et la diffusion, elle va envoyer des petits commerciaux qui vont aller raconter tout ça dans les librairies. Elle va dire au libraire « Regarde, prends ce livre, il est trop bien, il va trop bien se vendre et tout ». Et ensuite, les libraires, ils vont passer commande auprès du distributeur pour recevoir le livre. Donc là, on a un flux logistique et matériel. Et ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que en fait, la diffusion et la distribution, c'est comme les deux faces d'une même pièce. Et c'est donc un rouage hyper puissant parce que concrètement, c'est cette partie de la chaîne qui a un très gros pouvoir logistique et hyper concret sur ce que vous voyez en bout de la chaîne sur les tables des librairies. Et une fois que le livre a été vendu, là on a le flux financier en gros qui remonte vraiment la chaîne du livre. D'ailleurs, tout au bout de la chaîne, on retrouve notre autrice qui va toucher son petit pourcentage. Alors oui, j'ai schématisé de ouf, n'attrapez pas ma veste, et plutôt venez nous aider à détailler un peu plus ça dans les commentaires. Cela dit, je suis trop fière de ce que je viens de faire. Je trouve ça assez clair et un peu mignon en même temps. Et donc pourquoi je vous explique tout ça avec mes petits crayons ? Déjà parce que quand on parle de concentration dans le monde du livre, en fait on a tendance à surtout penser les choses de manière horizontale. On pense aux groupes comme Hachette qui possèdent plein de maisons d'édition comme les unes à côté des autres, quoi. Ce qui est un problème, bien sûr, et je suis pas du tout en train de faire cette explication pour le minimiser, mais l'élément stratégique auquel on pense beaucoup moins, c'est la concentration qui est verticale. Et le fait que des grands groupes possèdent plusieurs maillons de cette chaîne et que donc c'est très difficile de leur échapper, et ça, en fait, on n'a pas attendu Bolloré pour que ça arrive. On va prendre un exemple très concret pour que ce soit plus clair. Prenons l'exemple de la famille Gallimard, dont vous connaissez sûrement les célèbres éditions blanches, mais aussi les livres de poche Folio par exemple. La famille Gallimard, c'est les actionnaires majoritaires d'un groupe qui s'appelle Madrigal, et Madrigal, en gros, c'est petit 1, plein de maisons d'édition, parmi lesquelles Gallimard, Folio, Flammarion, Casterman, De Noël, POL, les éditions de minuit, bref, plein de trucs encore, beaucoup trop pour les compter. Donc il possède déjà un étage de cette chaîne, mais petit 2, Madrigal, il possède aussi un diffuseur et un distributeur qui s'occupent de tout ce catalogue et de toutes ces maisons d'édition. Et en bout de chaîne, il possède aussi des librairies. Si jamais vous habitez Strasbourg par exemple, sachez que la librairie Kléber, ce n'est pas du tout une librairie indépendante, elle appartient à Madrigal/Gallimard. Donc déjà quand on voit ça, le pouvoir de ces groupes qui peuvent posséder comme ça plusieurs étages d'affilée de la chaîne du livre, on voit bien que ce pouvoir il est vraiment énorme, et en plus là encore une fois je simplifie, je vous parle même pas, il y a aussi des effets de concentration, y compris dans les étapes de fabrication, dans l'impression, etc. Il y a un super chapitre de Débordé Bolloré qui en parle si jamais ça vous intéresse. Mais donc on a des grands groupes qui ont une concentration comme ça verticale dans la chaîne du livre, mais la toute dernière touche à ajouter au tableau,
Un truc super important à savoir, c'est que si vous êtes une maison d'édition indépendante, vous êtes Guater, ou vous êtes Argile, ou vous êtes Divergence, ou les éditions du commun, vous éditez des livres et tout, mais vous ne possédez pas du tout ça. Et donc, les distributeurs, diffuseurs des grands groupes, en fait, ils s'occupent aussi d'autres maisons d'édition. Et ils génèrent du profit sur la vente des livres des autres. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, quand j'ai appris ça, quand j'ai compris un peu ce fonctionnement-là, je trouve que c'est vraiment une dinguerie en fait. Surtout que par exemple, quand vous possédez un distributeur avec vos petits camions, vos petits entrepôts, etc., donc vous gérez les livres des autres, et en fait, chaque mouvement du livre vous rapporte. Si vous possédez ça, vous prenez un billet en amenant le livre à la librairie, vous prenez un billet pour le ramener si jamais il se vend pas, vous prenez un billet pour le stocker, et parfois vous prenez même un billet pour le détruire, parce que bien souvent les distributeurs, c'est eux qui s'occupent aussi du pilon, c'est-à-dire de la destruction des livres invendus. Encore une fois, dinguerie, et dinguerie qu'on ne parle pas davantage de ça de manière grand public, dinguerie que les lecteurs et les lectrices on soit pas au courant de ça en fait. Du coup, si je résume, même si on pense que le boycott, ça va être une stratégie efficace pour lutter contre la concentration dans le monde du livre, et quand on voit tout ça, on se rend bien compte que ça va quand même être très difficile. Non seulement à cause de cette concentration verticale des groupes qui possèdent plein de maisons d'édition, mais même quand vous choisissez des maisons d'édition indé, en fait il est possible que le livre que vous ayez choisi, il soit diffusé ou distribué, ou même vendu en librairie par un de ces groupes, et donc s'il y a du Hachette dans la chaîne, Bolloré il prend quand même un petit billet sur votre livre. J'espère que je vous ai pas trop noyé d'informations, mais je pense que quand on voit ça, ça montre bien à quel point le boycott, pour moi, c'est une stratégie qui est vraiment inefficace dans le cas de Hachette. Parce qu'actuellement, la concentration, on voit bien qu'elle est vraiment intrinsèque à la chaîne du livre en France, et donc Bolloré finalement il a débarroulé dans un contexte qui était déjà hyper fragilisé par ça. Et notre focalisation sur la question des auteurs et même des maisons d'édition, elle passe complètement à côté de ce problème du contrôle de la logistique qui est déjà extrêmement verrouillé par les milliardaires. Et puis honnêtement, même si on reste sur le plan des idées et du flux d'informations qui circulent dans la chaîne, boycotter Hachette, concrètement, ça veut dire par exemple se passer d'autrices comme Douce Dibondo ou comme Léane Alestra, et se passer en fait de plein de gens qui font des travaux essentiels pour la lutte contre l'extrême droite. Personnellement, je trouve que ça n'a pas de sens. Surtout que Bolloré, il a racheté des entreprises à tour de bras, mais il y a des vrais humains dans ces entreprises. Ça fait très cliché cette phrase, mais c'est pourtant vrai. Et il y a notamment des salariés, des éditeuristes et des directeuristes de collection par exemple, qui n'ont pas du tout choisi cette situation et qui continuent de se battre bec et ongles à l'intérieur de leur maison d'édition pour faire exister des textes importants et pour donner l'accès aux médias à des auteurs et des autrices. Et force d'ailleurs à tous les salariés qui ont été rachetés contre leur gré par Bolloré, on est avec vous en fait. Enfin vraiment. Bref, j'espère que je vous ai pas perdu en route et que c'était assez clair. J'ai simplifié des choses évidemment. Encore une fois, si vous connaissez bien le secteur, n'hésitez pas à enrichir la discussion dans les commentaires. Mais voilà pourquoi, en tout cas, à mes yeux, le boycott d'Hachette, pour moi, il fait vraiment partie de ces stratégies militantes qui sont un petit peu morales. Ça nous donne l'impression de faire quelque chose un peu à moindre coût et sans trop se remettre en question. Et c'est dommage parce qu'il y a des choses beaucoup plus pragmatiques qui sont à notre portée, en vrai. Parce qu'une fois qu'on a dit tout ça, il reste quand même une question épineuse en suspens, et cette question c'est ok, mais donc on fait quoi ? Donc pour la dernière partie de cette vidéo, je vais vous parler d'autres stratégies qui sont notamment discutées dans le livre Déborder Bolloré. L'année dernière, au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale, j'avais fait une vidéo où je vous conseillais des livres sur le fascisme et l'extrême droite. N'hésitez pas à aller la voir après si jamais ça vous intéresse. Et dans cette vidéo, je parlais notamment du fait que dans la lutte contre l'extrême droite, il y a en gros deux axes autour desquels on peut s'organiser. Pour schématiser, je dirais qu'il y a un axe offensif et il y a un axe défensif.
Donc je vais vous partager des propositions offensives et défensives qui sont discutées dans le livre. Encore une fois, le truc qui est trop bien dans ce bouquin, c'est qu'il a été écrit de manière collective, et donc le problème il est vraiment pris par plein de bouts de la chaîne du livre. Ce que je vais vous dire là, ce sera pas du tout exhaustif, n'hésitez vraiment pas à aller jeter un œil au sommaire du livre et aux parties qui peuvent vous intéresser. En plus, le truc qui est trop bien, c'est que le livre il est disponible gratos en ligne, donc je vous mettrai le lien dans la description. On va commencer par quelques propositions de stratégies offensives. Les stratégies offensives contre l'extrême droite, en gros, ça va être toutes les mobilisations qui ont pour but de les perturber, de les contrer, de les empêcher de faire leur truc d'extrême droite tout simplement. Et d'une certaine manière, le boycott, je pense que c'est une stratégie plutôt offensive. Et donc autant l'appel au boycott global d'Hachette, comme je le disais, pour moi c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, autant les boycotts qui sont beaucoup plus ciblés, je pense que c'est des choses qui peuvent être très efficaces et qui ont fait leur preuve aussi dans d'autres mouvements sociaux. Et dernièrement, on a vraiment vu se multiplier, notamment sur les réseaux sociaux, les appels au boycott et je dirais même les appels à l'ostracisation de la maison d'édition Fayard. Fayard, c'est une maison d'édition prestigieuse qui a pas seulement été rachetée par Bolloré, en fait, c'est vraiment devenu une sorte d'étendard, de rempart hyper vénère de la propagande d'extrême droite. C'est Fayard qui édite les livres de Jordan Bardella, et en fait, si vous regardez leur catalogue, depuis un an, c'est vraiment un défilé sans fin de polémistes d'extrême droite, de livres de propagande chrétienne, policière, etc. Enfin bref, c'est un carnage absolu quoi. Et donc sur les réseaux notamment, on voit des appels au boycott et à la mise à l'écart de cette maison d'édition. Pendant le salon du livre, il y a carrément des militants et des militantes des soulèvements de la Terre qui sont venus interpeller le salon du livre sur la présence d'un stand des éditions Fayard. Pour rappeler que Fayard n'est plus une maison d'édition comme les autres. Depuis sa prise en main par Vincent Bolloré, cette maison d'édition est devenue un acteur majeur de la diffusion d'idéologies réactionnaires. Pour toutes ces raisons, nous dénonçons la présence des éditions Fayard au Festival du Livre de Paris. Et donc, les stratégies offensives, en fait, c'est ce genre de choses. C'est montrer à l'extrême droite qu'on est là pour visibiliser ce qu'ils sont en train de faire, leur montrer qu'on n'est pas dupes, qu'on n'est pas d'accord, et juste les perturber et les empêcher de faire leur truc au calme. Sur un autre aspect militant, mais un peu de la même façon, dernièrement, il y a le dessinateur Bastien Vives qui dédicaçait Au calme dans un festival de bande dessinée. Et là, des militantes féministes de Nous Toutes sont juste venues, en fait, chanter à tue-tête devant son stand. Alors, elles ont fait ça pour protester, pour visibiliser sa présence, mais aussi, en fait, juste pour le faire chier, quoi. Désolée de le dire vulgairement, mais militer, parfois, c'est juste ça. C'est faire chier. C'est faire des trucs, même humbles, même petits, même vains, des petites choses qui vont faire chier, même à petite échelle, les gens à qui on s'oppose. Et c'est vraiment cette multiplication de plein de petits points de frottement, de plein de petits points de pression qui peut fragiliser cette machine hyper bien huilée de l'extrême droite. Et donc à la question « qu'est-ce qu'une bonne stratégie offensive ?» déjà ça peut être ça. Une stratégie qui fait chier, tout simplement. Et donc écrire en masse à Rebecca Warrior, par exemple, pour moi ça ne marche pas, parce que ça ne fait pas chier Bolloré. Ça ne fait pas chier les fachos, et au contraire, ça les arrange bien en fait, qu'on soit en train de se tirer dessus entre nous. Et donc plutôt qu'écrire pour interpeller des personnes comme ça, on peut par exemple aussi interpeller des institutions. Dans Débordé de Bolloré, vous le verrez si vous le lisez, il y a beaucoup d'acteurs du livre qui parlent du CNL, le Centre National du Livre. Le CNL, c'est une institution d'État avec des politiques de subvention qui laissent quand même un peu à désirer. Il octroie par exemple quand même beaucoup d'argent public à des projets éditoriaux de grands groupes comme Hachette ou comme Madrigal dont on parlait juste avant. Et donc ça, c'est bien évidemment au détriment des petites maisons d'édition indépendantes. Donc vous voyez tout ça pour dire que d'une manière ou d'une autre, en fait, il y a beaucoup de vestes, il me semble, qui sont bien plus pertinentes à aller attraper que celles des autoristes de gauche ou même vaguement de gauche. Il y a plein de choses à imaginer et après, je pense aussi que c'est ok de se tromper, d'expérimenter des choses, de pas être toujours d'accord les uns et les unes avec les autres. Dans le livre, par exemple, je voulais vous lire une citation des Soulèvements de la Terre que j'ai trouvée vraiment trop bien. Le chemin vers le démantèlement de l'Empire Bolloré est donc pavé d'expérimentations et de tentatives qui permettront de rassembler un front commun et de nous doter, collectivement,
de nouvelles possibilités d'agir contre l'extrême droite, bien au-delà du cas particulier de Bolloré. Et donc, pour conclure, il y a d'autres contre-propositions pour lutter, et là, c'est des stratégies qui sont plutôt défensives et qui consistent à créer de la solidarité et du care. Comme énormément de gens, je suis persuadée que le care et la solidarité, c'est les choses qui font vraiment notre force et qui nous rendent désirables même par rapport à la violence de l'extrême droite. Et donc c'est bateau de dire ça, mais je pense qu'il faut quand même le rappeler, la lutte ne passe pas seulement par des oppositions et par le fait de contrer ce qu'ils sont en train de faire, même si c'est très important bien sûr. La lutte, elle passe aussi vraiment par la création d'alternatives. Et moi, je vois ça un peu comme des abris, comme des espaces et des réseaux où ils sont pas et où on se protège et où on construit d'autres choses ensemble. Et dans le monde du livre, ça peut consister, par exemple, à s'allier entre maisons d'édition, par exemple, pour mutualiser les ressources. Pour les librairies, et encore plus presque pour les gens qui travaillent en librairie, ça peut consister à s'associer avec des collègues de manière plus ou moins formelle, mais à s'associer et s'organiser ensemble pour peser davantage dans une librairie ou pour peser davantage dans une ville ou sur un territoire. Là-dessus, je vous recommande chaudement le chapitre du Labo, écrit par un collectif de salariés en librairie, et ils parlent trop bien de leur situation et de ce qui est possible de faire. Je veux pas avoir l'air de donner des leçons ou de dire ce qu'il faut faire, encore une fois, j'essaie juste de relayer ce que des personnes qui sont beaucoup plus concernées essaient de dire et essaient de proposer. Mais là où par contre je suis beaucoup plus concernée, c'est en tant que lectrice. Et en tant que lecteur et lectrice, je pense qu'on a aussi clairement un rôle à jouer dans toute cette histoire. Déjà parce qu'on se doit de rejoindre, de soutenir et de relayer les initiatives de tous ces gens qui sont dans la chaîne du livre et qui tentent de résister à leur échelle. Mais aussi, comme il est très difficile d'échapper à Hachette et aux grands groupes, comme j'ai essayé de le montrer un peu plus tôt dans la vidéo, comme c'est très difficile de leur échapper, dans le livre, il y a même des gens qui disent ça comme ça d'ailleurs, ils disent que puisqu'il est très difficile de déserter Bolloré, on peut par contre se disperser. Et se disperser, très concrètement, ça veut dire, en tant que lectrice, faire vivre au maximum la diversité éditoriale et donc soutenir autant que possible les éditions indépendantes et les librairies indépendantes. Personnellement, je fais la meuf, mais j'ai eu cette prise de conscience assez tard, finalement. C'est seulement depuis 1 an que j'ai commencé vraiment à politiser mon rapport à l'édition. Et donc, j'ai tout simplement commencé par m'intéresser beaucoup plus aux éditions indé. Et là, j'ai découvert des bangers, en fait. Enfin, les gens qui me suivent le savent, mais depuis que je m'intéresse à tout ça, j'ai lu des livres vraiment incroyables qui sont portés par des gens passionnés et qui sont trop bien. Abonnez-vous ou suivez-moi sur Instagram d'ailleurs si vous voulez des recos. Mais ouais, bref, en fait, plutôt qu'essayer d'éviter des groupes qui sont partout, qui sont un peu inévitables et qui nous oppressent comme ça à mort, on peut essayer de chercher activement ceux qui essaient d'étouffer justement et contribuer à le faire circuler entre nous. Et donc voilà, tout simplement, par exemple, si toutes ces questions vous intéressent, encore une fois, je peux que vous encourager à lire et à faire circuler le livre Débordé Bolloré, qui a fortement inspiré cette vidéo, je pense qu'on l'aura compris. C'est un taf juste remarquable d'information, de réflexion, de prise de position, qui a été réalisé en plus vraiment dans l'urgence en seulement quelques mois. J'ai trouvé ça tellement à la hauteur des enjeux et on y trouve plein de pistes de résistance que j'ai pas du tout abordées ici. Et il y a même des textes qui m'ont beaucoup touchée, à certains moments par exemple, ils reviennent sur ce qui est aussi notre patrimoine éditorial en France. Il parle notamment des éditions de Minuit, c'est la maison d'édition qui a commencé pour la première fois à publier des témoignages des survivants des camps de concentration, par exemple d'autrices comme Charlotte Delbo. Et dans Débordé Bolloré, il y a cette citation que je trouve très belle. « L'humanité et la vitalité des écrits des camps nous indiquent comment façonner une écriture intègre, combattre le sentiment d'impuissance et refuser le cynisme dans cette époque de catastrophe permanente. On ne peut décidément pas honorer la mémoire des morts sans faire l'effort de comprendre comment ils sont morts. L'édition indépendante contemporaine, si elle prend au sérieux l'hypothèse d'un fascisme international, ne doit pas éluder ce sujet. Le point de vue situé de l'exterminé doit être son point de départ. Recommencer, encore et encore, ce geste d'édition pour mettre à jour le projet nu de l'extrême droite. Tuerie, enfermement et torture de masse.
Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que j'ai partagé des choses un petit peu utiles dans cette vidéo et que ça a pu nourrir un petit peu la discussion collective et votre propre réflexion. En tout cas, ça me tenait très à cœur d'utiliser ma petite visibilité pour parler de tout ça. Et bien évidemment, je le rappelle, mais c'est quand même une petite prise de risque aussi de ma part. En tant que créatrice de contenu, vous imaginez bien que c'est pas le genre de vidéo où je me fais beaucoup d'amis pour les partenariats, la rémunération, etc. Donc voilà, si jamais vous avez trouvé ça utile, je vous serais très 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 reconnaissante si vous pouvez penser à m'offrir un petit café par mois sur Ko-fi ou sur Patreon, ou à me faire un don unique pour rémunérer ce travail. Merci infini à toutes les personnes qui le font déjà et dont les noms vont s'afficher juste après. Et merci aussi à mon amie Marie de la librairie Gutenberg qui m'a aidé à construire certaines parties de la vidéo, même si bien sûr toutes les erreurs et toutes les approximations, elles sont bien évidemment de mon fait. Et voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et on lâche rien.